Bonjour à tous, alors dernier chapitre sur le totalitarisme soviétique et l'URSS. Donc le totalitarisme, c'est un concept qu'on verra à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre sur l'Allemagne nazie. Il y a plusieurs pays totalitaires dans votre programme, notamment l'URSS et l'Allemagne nazie. On va essayer de comprendre un peu ce qu'est ce phénomène appelé totalitarisme. Alors d'abord une petite définition. Euh, Si on avait à donner une définition à minima, un totalitarisme, c'est une forme de dictature. Ça, c'est vraiment la définition la plus basique qu'on puisse donner, avec quand même une distinction entre la dictature et l'État totalitaire. C'est que dans une dictature, l'État ne cherche pas à tout contrôler, il veut simplement le pouvoir politique. Dans un État totalitaire, le dictateur et l'État veulent contrôler le moindre petit aspect de la vie quotidienne, le moindre petit aspect de la vie de la société, et donc c'est une dictature qui cherche à encadrer la société qu'elle domine. C'est la définition qu'on donnera pour l'instant au totalitarisme. Et on va essayer de décliner ça pour mieux comprendre ce phénomène. Alors la première chose pour comprendre le phénomène totalitaire, c'est cette volonté d'encadrer la société. C'est-à-dire l'idée que tout doit appartenir à l'État. Alors on peut le voir de différentes manières, notamment dans la volonté d'encadrer la jeunesse. Euh, que ce soit aussi bien l'Allemagne nazie que l'URSS, tous les dictateurs et tous les régimes en place veulent absolument créer ce qu'ils appellent un homme nouveau. C'est le terme de l'époque, un homme nouveau. Alors c'est quoi un homme nouveau? C'est un homme qui est façonné selon les idées de Staline ou d'Hitler, là en l'occurrence Staline, un homme qui adhère complètement à l'idéologie, donc ici le marxisme, le communisme, qui est vraiment persuadé que Staline est le maître du monde, est un homme merveilleux, et vraiment quelqu'un qui est à l'image de ce que Staline souhaiterait. Alors comment est-ce qu'on crée un homme nouveau? Bien, par l'encadrement de la société, et en particulier de la jeunesse. Alors par exemple, on va obliger les enfants à adhérer à des organisations. C'est obligatoire, hein, c'est pas facultatif. Jusqu'à 15 ans, donc on va dire entre 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, on adhère à ce qu'on appelle les pionniers soviétiques. Là ici vous avez une manifestation de ce que sont les pionniers soviétiques. Alors les pionniers, dans d'autres pays démocratiques, on appellerait ça les scouts. Mais là ce sont des scouts communistes qui sont tout à la gloire de Staline et à qui on fait du bourrage de crâne, on leur inculque les idéaux de Staline et du communisme et du parti communiste. Donc d'abord en les obligeant à adhérer au pionnier soviétique. À 15 ans, ils peuvent y adhérer, y rester jusqu'à 28 ans, ils vont ensuite adhérer aux jeunesses communistes. Donc une entrée en politique. Et puis ensuite, ils pourront adhérer au Parti communiste. Le Parti communiste est un parti unique, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement y adhérer à un moment donné, notamment pour occuper certains postes ou certains emplois. Donc là, l'idée, c'est qu'à la fin, une fois qu'un peu jeune a adhéré aux pionniers soviétiques, puis aux jeunesses communistes, puis ensuite a adhéré au Parti communiste, puis après son service militaire, et il a été encadré pendant quasiment 10 ans, 20 ans de sa vie, il devient complètement un homme nouveau, complètement fanatique et adepte du communisme et admiratif de Staline. C'est ça, créer un homme nouveau. Alors je vous disais qu'il est obligatoire d'adhérer au Parti communiste, ou au moins ne surtout pas s'y opposer. Et ici, par exemple, vous avez un défilé de secrétaires. Alors c'était en 1951 en Allemagne, mais c'était aussi une organisation communiste. Et il faut montrer son admiration pour Staline. Donc ces jeunes femmes arborent à la main le portrait de Staline. Deuxième aspect d'un État totalitaire, donc d'abord l'encadrement de la société, avec ce parti unique. Deuxième idée, il faut avoir absolument ce qu'on appelle le culte du chef. Le chef ne se conteste pas, le chef est au-dessus de tout. Alors normalement on rend un culte à un dieu. On parle du denier du culte, c'est l'argent qu'on donne à une église. On parle de faire de donner un culte, c'est-à-dire de faire la messe, de faire certains gestes, notamment les prier le dimanche par exemple. Eh bien on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le dictateur. C'est pour ça qu'on est au-delà du simple dictature, et il faut montrer son admiration pour le chef. Alors ça peut se montrer de manière plus ou moins caricaturale. Alors ici en l'occurrence, ça peut aller du simple timbre-poste,
à l'effigie de Staline. Donc ça, c'est un timbre-poste de 1954, c'était juste après la mort de Staline. Mais le visage du dictateur doit apparaître partout, alors que ce soit en première page des journaux, ça peut être dans des affiches. Alors ici, par exemple, vous avez une usine à Moscou en 1937, ici avec des ouvriers qui travaillent dans une usine de roulement à billes pour l'automobile et pour les usines d'armement, et le portrait de Staline est partout au sein de l'usine. Donc il est présent sur le lieu de travail, il est présent dans les journaux, il est présent sur les lettres. Le portrait du dictateur doit être vraiment omniprésent. Cela peut donner ce genre de petites choses que les régimes totalitaires adorent, c'est-à-dire des parades où l'on montre son adhésion au régime en place. Ça ne suffit pas de ne pas contester le régime, il faut montrer son adhésion, c'est ça la différence entre une dictature et un état totalitaire. Donc là par exemple vous avez la parade sportive de la jeunesse communiste, donc les jeunes communistes qui s'amusent devant la place rouge de Moscou en 1935 à faire des chorégraphies. Alors ici vous reconnaissez la faucille et le marteau, l'étoile rouge du Parti communiste qu'on retrouve ici également, avec le portrait de Lénine et le portrait de Staline juste derrière. Alors ce culte du chef peut aller très loin, hein. Ça se voit également dans les rues à travers ce qu'on appelle la statuaire, donc les statues, des statues absolument faramineuses, gigantesques, à l'effigie de Lénine. Alors ici je vous ai trouvé la petite ville d'Ulan-Ude en Russie, ça a été pris, c'est une photographie qui a été prise il y a très récemment. Et on voit ici de jeunes mariés qui vont faire les petites photos de mariage devant le buste de Lénine. Ça peut être cette statue de Staline à Moscou. Donc là, encore une fois, le visage du dictateur omniprésent. Dans ce culte du chef, il y a une catégorie sur laquelle j'aimerais bien insister, qui joue un rôle important. Ce sont les artistes. Les artistes sont appelés à contribution pour dresser le portrait d'un dictateur qui est omniprésent, omniscient, qui a tous les pouvoirs, qui est merveilleux. Alors là, j'ai pris quelques artistes, parce que il y a évidemment les artistes communistes qui n'ont pas le choix, ils doivent travailler à la gloire du régime, mais il y a également les artistes qui peuvent être français, c'est le cas de ce poète qui s'appelle Paul Éluard, que vous avez peut-être étudié en français, il est dans votre programme de 3e. Ça peut être notamment des artistes français, des artistes espagnols qui sont non pas soviétiques, mais ils sont communistes, qui participent à l'idéologie communiste, qui admirent Staline, et qui vont utiliser leur art pour montrer leur amour de Staline. Alors par exemple ici vous avez une ode, alors une ode c'est un chant à la gloire de Staline, c'est un texte de 1950, on va pas le lire entièrement, vous le lirez tout seul, mais c'est vraiment un summum de bêtises, c'est absolument affligeant, c'est comme ça qu'il faut lire ce texte, hein. C'est pas du tout, je vous présente pas ça comme une très belle poésie, c'est une poésie qui est absolument affligeante, c'est quelqu'un qui montre à quel point il s'écrase, il est prêt à tout pour montrer son amour de Staline. On va juste lire le paragraphe, le deuxième paragraphe. Et Staline pour nous est présent pour demain. Et Staline dissipe aujourd'hui le malheur, la confiance est le fruit de son cerveau d'amour. La grappe raisonnable tant elle est parfaite. Vous vous rendez compte, le cerveau de Staline n'est qu'amour et il est parfait. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, donc Paul Éluard, poète français que vous étudierez très rapidement en français si ce n'est déjà fait. On pourrait prendre aussi le grand Pablo Picasso. Picasso était communiste, il était communiste à une époque où le communisme, ça veut dire le soutien à Staline notamment. Et par exemple, on va prendre mars 1953, alors Staline est mort le 5 mars, et Picasso, communiste, va montrer son admiration, va témoigner son admiration pour le grand dictateur, et donc il va faire, pour ce journal communiste qui s'appelle Les Lettres Françaises, un portrait au fusain. C'est le portrait de Staline peint par Picasso, dessiné par Picasso, et voilà, c'est une preuve de son attachement à l'idéologie communiste. Alors ce portrait sera très très mal accueilli, les communistes ne vont pas du tout apprécier ce portrait, ils trouvent qu'il n'est pas ressemblant, ils ne trouvent qu'il ne montre pas la beauté de Staline, et il n'est pas du tout dans les critères du culte du chef et de la personnalité, et donc Picasso sera obligé de se faire pardonner, de demander pardon pour cette horreur qu'il a osé dessiner. Ce n'est pas à la hauteur du génie de Staline. Alors, troisième aspect de ce culte, troisième aspect de ce totalitarisme, évidemment c'est la répression, la violence. Alors les communistes, eux, enfin l'URSS va inventer un système un peu particulier.
qui apparaît, alors en fait ça apparaît déjà plus ou moins, c'est difficile de dater, hein, mais il y a des camps gigantesques qui apparaissent, dès Staline, dès Lénine, pardon, dès 1923, il commence à y avoir déjà des camps de travail, des camps de concentration, appelons ça comme on veut pour l'instant. 1930, on va créer une administration pour gérer ces camps gigantesques que l'on trouve un peu partout en Russie. Vous voyez un petit point rouge ici est égal à un camp de travail. Cette administration va s'appeler, alors je parle pas du tout russe, hein, vous m'excuserez, le Glavnoye Upravlenie Laguerre. Si vous prenez juste les 3 initiales, ça donne Goulag, ce qui veut dire l'administration principale des camps. Et donc 1930 sont créés les goulags, donc ce gigantesque camp, ce système de camps de travail qu'on trouve partout à l'est de la Russie, dans une région qu'on appelle la Sibérie. Les goulags, voilà, c'est ce qu'on appellerait en Allemagne un camp de concentration. Alors on va juste prendre un exemple de ce qu'on fait dans ces camps de concentration. En fait, on met les ouvriers au travail, on met les prisonniers au travail, au service du régime totalitaire. Et donc on prendra l'exemple du canal de la mer Blanche, dont la construction est prévue en 1931 et achevée en 1933. Alors le projet est de relier la mer Baltique ici, au niveau de Saint-Pétersbourg, jusqu'à ce qu'on appelle la mer Blanche, qui est prise par les glaces en plein hiver, et donc de construire un gigantesque lac qui permettrait de relier Saint-Pétersbourg à la mer Blanche. Alors 1931, Staline a cette idée-là, et donc il va réquisitionner les ouvriers du camp de concentration du goulag voisin. Et donc on estime qu'il y a environ 170 000 personnes, 170 000 ouvriers qui vont travailler à la construction de ce canal de la mer Blanche. Alors évidemment, ils travaillent à des moyens rudimentaires, à bas coût, c'est ce que souhaite Staline. Et donc, il faut se rendre compte, hein, on est au niveau de quasiment du cercle polaire, hein, donc tout est gelé. Et donc, ils vont travailler à la main, à la brouette, des centaines de milliers d'hommes qui vont creuser un canal pour relier ces 2 mers par simple caprice de Staline. C'est absolument horrible, hein, il y a plein d'images de représenter ça. Je vais pas chipoter sur les chiffres, qu'en fait on sait pas très bien combien il y a eu de morts, mais donc je vais me baser sur les travaux d'une historienne qui est vraiment spécialiste du goulag, et qui a donné des chiffres minimum, hein, il y en a sûrement plus, hein, mais au minimum, il ne peut pas y avoir moins que cela. Au minimum 170 000 travailleurs sont passés par le canal de la mer Blanche, au minimum 25 000 morts, et ce canal est inauguré en 1933, mais alors vraiment c'est la bêtise absolue, puisque ce canal finalement ne sera pas suffisamment profond, il ne servira quasiment pas. Alors il y a un auteur que j'aimerais bien vous faire connaître, qui s'appelle Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, c'est un des plus grands écrivains russes, c'est lui, Alexandre Solzhenitsyn, et il a écrit un livre en 1957, publié beaucoup plus tard, mais qui s'appelle L'archipel du Goulag, dans lequel il raconte comment il a rencontré, et qui il a rencontré dans les goulags, puisque lui-même a été incarcéré dans ces goulags. Je vous lis quelques témoignages. Une vendeuse réceptionnant de la marchandise auprès d'un expéditionnaire l'enregistre, faute de mieux, sur une feuille de papier journal. Le nombre de morceaux de savon s'inscrit sur le front du camarade Staline, article 58, 10 ans. Il dit donc, voilà, j'ai rencontré une jeune vendeuse, et quel est son crime? Elle a écrit au crayon, sûrement qu'elle faisait ses comptes, sur la première page d'un journal. Sur ce journal, il y a le portrait de Staline. C'est terrible. Elle a osé gribouiller sur le portrait de Staline. 10 ans de prison. Ça lui faudra 10 ans de goulag. Elle sera donc incarcérée. Si vous lisez rapidement ce texte-là, elle vous raconte l'histoire d'un gardien de club rural, on dira boîte de nuit si vous préférez, qui porte le buste de Staline avec une corde parce que c'est plus facile à soulever. Il a osé insulter le buste de Staline, 10 ans de prison pour terrorisme. Vous lirez le texte tranquillement en appuyant sur pause. Alors le totalitarisme, si on devait le résumer, c'est donc une dictature qui cherche à encadrer la totalité de la société qu'elle domine, ça c'est la définition à prendre par cœur. Et si on avait une rédaction à faire dessus, un développement construit, si on avait à un peu plus expliciter ce qu'est le totalitarisme, ça se définit par 3 aspects. D'abord, un encadrement de la société, un culte du chef, et une répression ou la violence. Et je vous ai mis à chaque fois les deux exemples pour étayer cela.
donc l'encadrement de la société avec le parti unique, soit le parti communiste ou les jeunesses communistes, la volonté de créer un homme nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère aux idées de Staline, le culte du chef qui se voit par le portrait omniprésent sur les posters comme sur les timbres-poste, les artistes à la gloire de Staline, et puis la répression qui est surtout symbolisée par les goulags et ces procès complètement absurdes où on envoie n'importe qui en prison pour un motif totalement futile, le but étant de contrôler tout. Alors ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui les ai trouvées. Au revoir à tous.